nous allons évoquer la question des enjeux stratégiques des grands fonds marins. C'est devenu un enjeu majeur pour les États en raison du fort développement des technologies qui les rendent désormais, je dirais, accessibles, exploitables, mais aussi de ce fait vulnérables. Après des demandes d'extension récentes qui ne sont pas très très connues d'ailleurs, l'État français se retrouve la première puissance avec un sous-continent. Avec un plateau continental. Donc, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable. C'est un potentiel extraordinaire, c'est un statut juridique très bien défini et un potentiel extraordinaire en termes de ressources minérales, biologiques, mais aussi d'exploitation du fond de la mer. C'est un potentiel qui suscite aussi beaucoup d'attentes, beaucoup d'inquiétudes avec les enjeux environnementaux. Donc, on a un certain nombre de prises de position qui sont faites dans une logique de protection de l'environnement. On vient de voir la clôture de la COP 15 sur le thème de la biodiversité. Je pense que cette question ne vous aura pas échappé. La maîtrise du fond de la mer est aussi un enjeu stratégique majeur puisqu'ils sont massivement utilisés, bien entendu, pour les fameux câbles et les échanges d'énergie et d'informations. On est fort bien placé de ce côté-là, mais c'est un enjeu de souveraineté de premier ordre. Je n'irai pas plus loin sur l'introduction du sujet. Je souhaite, dans un premier temps, saluer le commissaire général de première classe Thierry Duchesne, directeur du département maritime de la Fondation méditerranéenne des études stratégiques. Bienvenue. Et le contre-amiral Jean-Michel Martinet, directeur de projet du département maritime de la FMES. Tous les deux, vous avez un très long parcours, très riche, aussi bien sur l'aspect action de l'État en mer que dans le commandement de navires. Ce serait fort long de les détailler aujourd'hui, mais des brillants parcours et vous êtes des grands experts de la question. Je vais d'ores et déjà, d'une part, vous passer la parole et vous inviter à partager votre présentation. Et nous passerons à la séquence de questions-réponses. Monsieur Martinet et Monsieur Duchesne, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. On est vraiment très heureux depuis Toulon de pouvoir nous adresser à la France sur ce sujet important des fonds marins. Alors, sachez qu'effectivement, pour la Fondation Méditerranée d'études stratégiques, il y a désormais une session d'auditeurs. C'est le thème d'études de cette année. Et les auditeurs de notre session maritime travaillent sur quelle politique de la France pour les fonds marins en Méditerranée. Donc, vous voyez, tout ça se recale. C'est un sujet, comme vous avez dit, effectivement, qui prend de plus en plus d'actualité. On va le voir au fur et à mesure de cet exposé. Il y a eu effectivement pas mal de rebondissements ces derniers temps sur les affaires des enjeux des fonds marins. Alors, volontairement, avec Jean-Michel Martinet, on a souhaité commencer par cette très belle photo de Laurent Balesta, qui est un océanographe. C'est un peu le nouveau Cousteau français, on peut dire, qui plonge sur tous les océans. Et vous avez là, effectivement, ce qu'on ne soupçonne pas, ce sont des fonds marins en Méditerranée, avec une biodiversité assez étonnante qu'on est en train de découvrir de plus en plus. Alors, on va commencer par la première, effectivement, le premier point. Ce qui est important de bien savoir, vous l'avez un petit peu retenu, c'est qu'on a tous entendu parler de Cousteau lorsque nous étions jeunes, mais la France, effectivement, est une nation assez ancienne dans la conquête des fonds sous-marins, mais avait un peu abandonné ce domaine ces dernières années, ce dont elle s'est rendue compte il y a peu de temps,
s'est aperçue qu'elle avait décroché, alors que la France est une nation qui était vraiment en pointe. Donc, vous avez en bas à gauche, effectivement, la photo du commandant Cousteau complètement à gauche. C'était ce on appelait effectivement le groupe de recherche sous-marine qui a été créé en 1943 par la marine. Et aujourd'hui, un de ses descendants, c'est le CEFISMER, qui est le Centre d'études de la plongée humaine et de l'intervention sous la mer. Donc la France, en inventant, je dirais, le détendeur, le fameux Cousteau gagnant, mais aussi en mettant au point un certain nombre de submersibles, a été vraiment en pointe. Alors, la conscience des fonds marins est en réalité relativement récente. On va commencer vraiment à s'intéresser aux fonds marins qu'au milieu du 19e siècle. Et d'ailleurs, à cette époque-là, en 1844, le biologiste britannique Edward Forbes, qui fait des dragages en mer Égée, soutient que les profondeurs au-delà de 600 mètres sont azoïques, c'est-à-dire sans vie. Et en fait, on peut se demander si cette idée-là n'a pas perduré avec le temps, parce qu'on a toujours un peu regardé ces fonds marins comme étant des zones avec peu de vie, peu de biodiversité, et si on n'est pas resté un peu sur cette idée reçue. Mais les faits vont rapidement démentir notre Edward Forbes, puisque toujours les Anglais en 1868 vont faire des dragages jusqu'à 1200 mètres de profondeur en Atlantique, puis 4500 mètres. Et puis, dans toute leur récolte, on va confirmer effectivement qu'il y a bien de la vie. Les Français vont effectuer à leur tour, dans les années 80-85, des campagnes de recherche en Atlantique Nord au profit du Muséum national d'histoire naturelle. Et c'est à cette occasion-là qu'effectivement, on va voir la découverte de la dorsale médio-océanique en Atlantique. La France, effectivement, comme j'ai dit, effectivement, était en pointe. Et vous avez sur cette photo l'Archimède, qui en 1961 est armé par la Marine nationale avec le soutien du CNRS et va plonger dans les fosses de grande profondeur, notamment fosse des Mariannes. Et en 70, vous avez le Siana du Knexo, donc l'ancêtre de l'Ifremer, qui va poursuivre cette grande aventure des bathyscaphes français. Donc, une France véritablement en pointe dans les années 50, 60, 70. Et puis, au moment des choix budgétaires des années 80, va un peu abandonner son GISMER, qui va devenir CEFISMER, mais avec des capacités qui vont se réduire considérablement et dont on va s'apercevoir effectivement du manque, mais Jean-Michel en partira par la suite. La diapo suivante est celle relative à la nature physique et juridique des fonds marins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, la mer représente 71% de la superficie terrestre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la profondeur moyenne des océans est à 3800 mètres de profondeur. Donc, c'est quand même relativement considérable. Les océans ont une moyenne de 3800 mètres de profondeur, ce qui est tout à fait important. Et ce chiffre va être important pour la suite. 97% de la mer sera à 6000 mètres ou au-dessus. Donc, en fait, des fonds marins qui sont en dessous des 6000 mètres dans les fameuses fosses océaniques ne représentent que 3% des fonds marins. Et c'est un chiffre que Jean-Michel Martinet, sur lequel il reviendra. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement, on a évalué, on ne connaît bien qu'à peu près 2% des fonds marins, ce qui est absolument ridicule. Alors, je dirais, quand partons de fonds marins ou de grands fonds marins, en réalité, les fonds marins, on va les estimer entre 0 et 1000 mètres. Et les grands fonds marins sont ceux qui vont être entre 1000 et 11 000 mètres, et tout ça pour une affaire de lumière. Alors, dans nos fonds marins, on va avoir une zone qui est la zone épipélagique, qui est une zone littorale,
et qui est la zone dans laquelle on atteint une profondeur de 200 mètres. Et c'est la zone où les rayons du soleil peuvent suffisamment pénétrer les eaux pour qu'une photosynthèse puisse se produire. Donc, cette zone épipélagique est sans doute la zone que les hommes connaissent le mieux parce qu'elle est la plus facile à atteindre. Et c'est aussi celle qui a le plus de lumière et le moins de pression. Après, entre 200 mètres et 1000 mètres de profondeur, on va être en présence de la zone mésopélagique. Là, les conditions environnementales deviennent beaucoup plus extrêmes. On a peu de lumière visible. Et c'est pour ça qu'on parle de zone aphotique. Et cette zone est adjacente au talus continental. Et c'est donc à partir de 1000 mètres, comme je l'ai dit, que vont commencer les grands fonds marins, avec une zone entre 1000 et 4000 mètres, qui est la zone bathypélagique ou zone de minuit. Pourquoi zone de minuit? Parce que c'est la zone où la lumière du soleil ne pénètre plus. Alors, dans cette zone, la partie terrestre du talus continental se transforme en glacis continental. Alors, qu'est-ce que le glacis continental? En réalité, c'est un amas de matériaux qui sont tombés en provenance du talus continental qui est juste au-dessus. Et les plus gros morceaux du talus continental finissent dans ce glacis ou proviennent d'autres événements comme des tremblements de terre ou des glissements de terrain. On va y trouver aussi des sédiments plus fins qui proviennent de l'érosion naturelle du littoral ou au ruissellement de surface. Entre 4000 et 6000 mètres, on va être dans la zone abyssopélagique ou la zone abyssale et qui couvre 80% de la surface totale de l'océan et 60% de la surface terrestre. Dans cette zone, on trouve la plaine abyssale, plus connue sous le nom de fond océanique. Et cette forme de relief couvre plus de 50% de la surface de la Terre. Et puis, enfin, pour terminer, la zone hadale. Alors, pourquoi Hadal? Ça vient du dieu Hadès, qui est l'ancien dieu grec qui régnait sur les enfers. En fait, cette zone hadale est relativement limitée puisqu'elle ne représente que 3% de la surface du fond des océans. Et c'est là qu'on va trouver ces fameux canyons ou fosses océaniques qui vont tomber jusqu'à près de 11 000 mètres de profondeur. Alors, la zone hadale n'est pas une zone continue, mais elle est composée de 13 dépressions océanographiques et de 33 fosses. Et des fosses, ce n'est pas négligeable, puisqu'une fosse va faire généralement entre 50 et 100 km de long. Les grandes fosses qui sont connues pour avoir des profondeurs supérieures à 10 km, il y a celle des Mariannes que j'ai évoquée, mais on va trouver aussi la fosse des Tonga, celle des Kuriles, celle des Philippines et enfin celle des Kermadec, pas très loin de la Nouvelle-Zélande. Donc, le fond le plus profond a été atteint en 2012 par James Cameron et l'Everest du fond des mers est donc à 10 898 mètres. C'est la profondeur atteinte par James Cameron en 2012. Alors voilà la description physique des fonds marins et des grands fonds marins. Je pense que c'était important effectivement que nous en parlions. Et en droit, ils vont être divisés en 6 zones. Le fond de la mer, c'est d'abord celui de la mer territoriale, sur lequel l'État a une souveraineté totale. Mais les fonds marins appartiennent aussi à l'État lorsqu'ils sont dans la zone économique exclusive. Alors, ce qui est important de noter, c'est que autant la liberté des mers est garantie dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire la colonne d'eau, autant l'État est complètement souverain sur le plateau continental. Un exemple, c'est que la circulation des sous-marins est totalement libre dans la colonne d'eau. En revanche, si vous avez un drone à chenilles qui évolue sur le plateau continental de l'État, eh bien, il est sous la
le droit souverain complet de l'État côtier. Donc la France peut très bien interdire le déplacement de drones sur le plateau continental qui lui appartient. C'est pour que vous réalisiez bien la différence entre la colonne d'eau, qui est un espace de mer où la liberté de la mer est garantie. En revanche, l'exploitation des fonds marins, leur utilisation est soumise à la juridiction totale de l'État, à la seule exception des câbles sous-marins. On en reparlera après. Une particularité, c'est que l'État peut étendre son plateau continental jusqu'à 350 000. J'en parlerai juste après. Et enfin, on va trouver au-delà de la zone économique des États ou au-delà de leur plateau continental, une zone qui est commune à tous les États de la Terre et qu'on appelle le patrimoine commun de l'humanité, qui s'appelle la zone. Et la zone est définie dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et l'exploitation des fonds marins dans la zone est assurée au profit de la communauté internationale par l'Agence internationale des fonds marins qui délivre des permis. Et on verra que, par exemple, la France a 2 permis d'exploration accordés par l'AIFM qui se trouve à la Jamaïque, à Kingston, dans des espaces qui sont communs à toutes les nations. Alors, justement, maintenant qu'on a les idées un petit peu claires sur la composition physique des fonds marins et leur statut juridique, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on savait que la France est le 2e État côtier du monde, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'avec les extensions de plateau continental que vous voyez en rouge sur cette carte, la France est devenue le 2e État continental au sens sous-marin du terme, est devenu le 1er État continental marin du monde. En effet, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer permet à un État, lorsqu'il arrive à démontrer que son plateau continental est bien la poursuite, qu'au-delà de 200 000 marins, si au-delà de 200 000 marins, l'État arrive à démontrer qu'on est sur une poursuite de son propre plateau continental, l'État côtier peut aller jusqu'à 350 000 marins de revendication de plateau continental. Alors, je vais peut-être l'expliquer. On connaît tous le golfe de Gascogne. Donc, le golfe de Gascogne a un plateau continental qui est la poursuite de la partie terrestre de la France sous la mer. Mais une partie de ce plateau va se poursuivre au-delà des 200 000 marins et jusqu'à 350 000, la France pourra en revendiquer la souveraineté. Et c'est ce que la France a fait dans le cadre d'un programme qui est le programme Extraplaque. Extraplaque, ça veut dire extension raisonnée du plateau continental. Ce programme est piloté par le secrétaire général de la mer, service du Premier ministre, avec l'appui scientifique et technique de l'IFREMER et du CHOM. Donc, les demandes d'extension de plateau continental faites par la France doivent permettre d'augmenter le domaine maritime de plus de 1,5 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire 3 fois la superficie de la France continentale, ce qui est tout à fait considérable. Et donc, depuis le premier dépôt du premier dossier de ce programme Extraplaque, la France a obtenu une extension pour la Guyane de 72 000 km², pour la Martinique et la Guadeloupe, pour la Nouvelle-Calédonie, 76 000 km², pour les Kerguelen, 423 000 km², pour La Réunion, pour Saint-Paul et Amsterdam, près de 100 000 km², et pour le golfe de Gascogne. La France peut prétendre encore à 500 000 km² de plateau continental, et donc ces dossiers ont été déposés devant l'ONU, qui dispose d'une commission spécialisée dans ce domaine. Et les demandes actuelles de la France concernent les abords de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Crozet,
de l'est de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et de Wallis et Futuna. Donc, ces extensions sont tout à fait importantes. Alors, je voulais apporter effectivement une nuance importante, on va le voir par la suite. On dit effectivement, on parle souvent de la France est une grande puissance maritime, elle a 11 millions de kilomètres carrés. En réalité, avoir de l'eau ou de la superficie de plateau continental, si vous ne l'exploitez pas, ça ne vous apporte aucune richesse. Donc, il n'y a pas de puissance économique à disposer de grandes zones économiques ou de plateaux continentaux si vous ne les exploitez pas. En réalité, ce qui fait la puissance d'un État, la puissance maritime d'un État, c'est sa capacité à avoir des flottes de commerce, des flottes scientifiques, des flottes militaires, mais aussi à être en mesure d'exploiter les richesses qui lui sont accordées par le droit international. Or, il se trouve que pour la France, ce n'est pas du tout le cas. On va voir qu'il y a un hiatus très sérieux entre ces quantités d'espace maritime et de fonds marins qui sont en réalité peu exploités parce que la France a pris un certain nombre de décisions ces dernières années. Diapo suivante. Alors, les enjeux maritimes de la France, il y a une autre diapositive qui nous a paru importante de vous présenter avec Jean-Michel Martinet. Ce qui est important de savoir, c'est que depuis 1973, les grandes sociétés pétrolières, les États, sont allés chercher en partie leur pétrole et leur gaz en mer. Donc, c'est une réponse à ce choc pétrolier de 1973 et c'est une réponse notamment à la pression que mettait l'OPEP à l'époque concernant les hydrocarbures. Et depuis, je dirais, cette poussée vers la mer des majors pétrolières, désormais, les mers et les océans ont une place centrale dans le secteur pétro-gazier, car ils représentent près de 30% des volumes produits dans le monde. Vous avez sur cette carte les grandes zones de production et vous avez trois images. On voit notamment en très foncé des forages qui sont dans des eaux ultra profondes, c'est-à-dire à plus de 1500 mètres de profondeur. Et on voit que les capacités technologiques sont maintenant au rendez-vous. Et donc, les sociétés de pétrole et de gaz sont capables d'aller chercher des ressources à plus de 1500 mètres de profondeur. C'est ce qu'on appelle l'offshore profond. Et au-delà de 2000 mètres de profondeur, c'est l'ultra deep profond. Tout ça, c'est bien, mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la France ne s'est pas engagée dans l'exploitation de ses propres fonds marins. En effet, dans des zones qui pourraient receler de l'hydrocarbure comme la Méditerranée ou le canal du Mozambique, la France s'est interdite toute recherche pour des motifs environnementaux. Et ça a commencé quand? Ça a commencé en février 2017 avec un moratoire instauré par la ministre de l'époque, Madame Ségolène Royal, moratoire sur l'exploitation dans les eaux françaises en Méditerranée et sur la façade atlantique. Et en juillet 2017, le nouveau ministre, Nicolas Hulot, dans le cadre du plan climat de la France, annonce l'interdiction définitive pour tout le territoire français de recherche ou de permis d'exploration. Et tout ça va se concrétiser par une loi du 30 décembre 2017 qui met fin à la recherche, mais aussi à l'exploitation des hydrocarbures dans les eaux sous juridiction de la France. Donc, vous voyez qu'on a un beau potentiel, je dirais, en fond marin, mais on s'est déjà interdit de l'exploiter pour les hydrocarbures. La France est le premier pays au monde à avoir pris une telle décision dont l'enjeu est à la fois local mais aussi global. Et la France a voulu mettre en œuvre la recommandation de l'Agence internationale de l'énergie qui était de laisser 2/3 des ressources fossiles connues dans le sol pour maintenir la hausse des températures moyennes mondiales en dessous de 2 degrés et mettre fin aussi à d'autres pollutions engendrées par la production d'hydrocarbures.
La conséquence, c'est que nos opérateurs ont dû aller sur les marchés extérieurs pour se développer. Donc, la France est un grand acteur de la production de pétrole et de gaz offshore, mais elle le fait partout dans le monde, à l'exception de ses eaux sous juridiction. Alors, ces grands acteurs pour l'exploitation, c'est bien sûr Total Energy, mais aussi GDF Suez. Mais on a un autre point fort important qui est l'industrie parapétrolière, dont on ne parle pas très souvent, mais la France a une très belle industrie dans ce domaine, grâce à l'existence de grandes sociétés comme Technip, Schlumberger, Halliburton, CGG, Géoservices, Transocéan Sedco Forex ou le groupe Bourbon, qui sont les services parapétroliers. Et ce développement a aussi pu se faire parce qu'on a 2 points d'excellence qui sont des instituts de recherche connus mondialement, comme IFP Énergie Nouvelle, Institut français du pétrole, ou l'Institut français de la mer, l'IFREMER. Aujourd'hui, donc, le secteur parapétrolier français réalise pour plus de 90% son chiffre d'affaires à l'étranger, ce qui le place en peloton de tête sur le plan mondial. C'est ainsi le 2e exportateur de produits parapétroliers, à égalité avec la Norvège et le Royaume-Uni. Et cette performance vraiment remarquable s'explique par le haut niveau technologique des entreprises françaises, entretenues par des programmes de recherche et de développement ambitieux. Alors, France, acteur majeur de l'exploitation de gaz et de pétrole offshore, à l'exception de ses eaux, mais la France a aussi un potentiel considérable en ressources minérales. Vous avez sur cette photo, à droite, un champ de nodules polymétalliques dont vous pouvez visualiser ces agrégats de minerais qui se reposent sur le fond de la mer, là au large du Japon, ou ces sources hydrothermales que vous voyez qui recèlent des quantités de minéraux tout à fait considérables. Sur la carte qui est présentée, vous avez en jaune les zones de concentration des nodules polymétalliques et en gris les zones d'encroûtement cobaltifère, et les petits ronds jaunes sont les zones de sulfure hydrométallique. Alors, qu'est-ce que toutes ces dénominations? En effet, les ressources des fonds marins reposent sur 3 catégories de matières premières, qui sont d'abord les nodules polymétalliques, donc la photo en haut à droite, qui se trouvent dans les plaines abyssales, c'est-à-dire sur des fonds de 4000 à 6000 mètres de profondeur, et qui, par un phénomène d'électrolyse, se sont agglomérés sur le fond de la mer. Et donc là, ce sont de véritables boules de minéraux qui sont constitués avec le temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un nodule polymétallique ne croît que de 1 mm par million d'années. Donc, quand vous voyez ces petites patates qui font 10 entre 5 et 10 cm, peut-être un petit peu plus, vous imaginez le nombre de millions d'années qu'il a fallu pour électrolyser tous ces minéraux qui se trouvent dans la colonne d'eau. Ces nodules sont riches en fer, en manganèse, en nickel, en cuivre, en cobalt. Deuxièmement, on a donc les encroûtements cobaltifères qui sont en gris sur la carte qui vous est présentée. Ces encroûtements cobaltifères se trouvent à la surface des monts sous-marins et se forment directement à partir de métaux présents dans l'eau de mer, avec comme substance principale le cobalt, mais aussi des métaux rares comme les terres rares, le zirconium ou le tellure. Et ces encroûtements cobaltifères sont à des profondeurs qui vont de 400 à 4000 mètres de profondeur. Et enfin, on a les amas sulfurés qui sont liés à des activités hydrothermales comme celle qui est sur la photo en bas à droite, qui sont à des profondeurs qui vont de 1000 à 5000 mètres de profondeur, dans des zones volcaniques et tectoniques qui sont actives, comme les dorsales océaniques. Et ces amas sulfurés, eux, sont très riches en zinc et en cuivre, mais peuvent aussi avoir de forts teneurs en métaux précieux comme l'or et l'argent ou en métaux rares. Donc, on a des gisements qui sont tout à fait considérables sur le fond de la mer. On sait que dans le monde de demain, les besoins en minéraux
en minerais vont s'accroître de manière considérable. En effet, si actuellement on consomme 85 milliards de tonnes de minerais sur Terre, on estime qu'en 2050-2060, c'est près de 180 milliards de tonnes qui seraient nécessaires sur un rythme de croissance équivalent, notamment parce qu'on aura 2,5 milliards d'habitants en plus, mais aussi des niveaux de vie qui vont considérablement augmenter. Le paradoxe de la situation, c'est qu'on sait que nous sommes engagés dans une transition énergétique à vive allure. Or, le paradoxe, c'est que cette transition énergétique nécessite de plus en plus de ressources minérales, notamment pour faire les batteries de nos voitures électriques ou faire les moteurs de nos éoliennes. Alors, on pourrait penser que le recyclage serait une solution. Oui, c'est une solution en partie, mais le recyclage ne permettra pas de continuer d'absorber la quantité croissante de minerais qui est envisagée. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les matières premières ne peuvent pas être recyclées. Si vous prenez un smartphone, vous allez trouver 50 métaux dans un smartphone, mais vous pouvez en recycler actuellement que 10 parce qu'ils sont en quantité infinitésimale ou parce qu'ils sont inséparables et agglomérés entre eux. Donc, si on reste dans un modèle de croissance linéaire qui est extraire, fabriquer, jeter, le recours à l'extraction du fond des mers semble incontournable, et ce, quels que soient les scénarios. C'est pour ça que cette exploitation des fonds marins suscite de la part du secteur privé et des gouvernements un regain d'intérêt considérable ces dernières années. C'est pour cette raison qu'on est en train de vivre des avancées technologiques importantes pour permettre l'extraction et le traitement des ressources des grands fonds marins en raison de cette augmentation envisagée de minerais. Les ressources sont effectivement considérables parce que si on prend la zone de Clarion-Clipperton, qui est le carré encadré au centre du Pacifique sur la carte, cette zone de Clarion-Clipperton dans laquelle la France a un permis d'exploration avec 19 autres États, eh bien, cette zone de Clarion-Clipperton, riche en nodules, on estime le poids de tous ces nodules à 34 milliards de tonnes. Donc, c'est tout à fait considérable. Et on va trouver 6000 fois plus de thallium qu'à Terre, 3 fois plus de manganèse que les ressources envisagées à Terre, en manganèse, 3 fois plus en manganèse et en nickel. Donc, toutes les ressources avérées en dehors des océans. Et c'est pour cette raison qu'effectivement que l'Agence internationale des fonds marins a désormais délivré 29 permis sur tous les océans d'exploration à des différents États comme la Chine, la Corée, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie, mais aussi la France, car la France a 2 permis d'exploration, un dans la zone de Clarion-Clipperton et un autre en Atlantique Sud. Donc, ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est que la France dispose d'un énorme patrimoine sous-marin en raison de son plateau continental qui fait 12,5 millions de kilomètres carrés, ou bientôt, comme vous l'avez vu, mais aussi de ses 2 permis de recherche. C'était une politique que pour ma part, j'ai commencé à coordonner comme j'étais au secrétaire général de la mer, parce qu'effectivement, jusqu'en 2013, on avait beaucoup d'administrations qui travaillaient sur ces sujets de l'exploitation des fonds marins, mais il n'y avait pas de coordination. Et le SGMER, en 2015, a mis en place une coordination de ces politiques, et je l'ai suivi pendant 3 ans, à partir de 2013. J'ai eu l'occasion de réaliser une stratégie nationale, malheureusement qui n'a pas été suivie d'effet par la suite. Et c'est pour ça qu'il y a eu un nouveau rapport qui a été remis au SGMER Premier ministre par Jean-Louis Levet, qui était chargé de mission auprès du SGMER,
Et donc, en juillet 2020, vous avez une nouvelle stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des ressources minérales dans les fonds marins qui a été remise. Donc, voilà l'état de la situation concernant les ressources. Mais il y a un petit problème, c'est que ce grand rêve des années 70 des nodules polymétalliques et autres encroûtements cobaltifères prend actuellement de sérieux coups d'arrêt parce que depuis quelques années, on est en train de découvrir une biodiversité qu'on avait du mal à envisager sur les fonds marins. Donc là, vous avez en bas à droite, par exemple, un animal assez étrange qui est un ver tubicole qui vit sur les nodules polymétalliques. On va trouver des anémones transparentes, des coraux d'eau froide, etc. En fait, toute une vie que l'on connaît quasiment pas, puisque selon Greenpeace, c'est moins de 0,0001% du plancher océanique qui a été échantillonné. Donc, pour le moment, on estime que 2/3 des espèces des fonds marins restent inconnues. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup évolué entre cette époque où on pensait que les fonds marins étaient sans vie, azoïques et autres, et aujourd'hui où on est en train de mener des combats en faveur de la biodiversité. Et on se demande si on ne va pas commettre des dégâts irréparables en exploitant ces fonds marins, notamment en relâchant du méthane ou en empêchant l'océan d'absorber le CO2, puisqu'on sait que l'océan est un énorme recycleur de CO2. On sait que l'extraction des minéraux du fond de la mer retournerait des tonnes et des tonnes de sédiments et ferait des dégâts irrémédiables. Or, ces opérations ne sont rentables que si le ratissage se fait sur de grandes surfaces. Par exemple, pour rentabiliser un champ de nodules polymétalliques, il faudrait traiter une surface de près de 500 km² par an et par concession minière. La conséquence, c'est qu'effectivement, on a une atteinte directe sur la vie que vous pouvez voir pour quelques photos sur cette diapo, mais aussi un dépannage de sédiments qui pourraient se disperser sur de grandes distances et avoir peut-être des impacts non négligeables sur des surfaces 2 à 5 fois plus importantes. Comme j'ai dit aussi, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que la capacité de récupération des grands fonds marins est très faible. Vous l'avez vu qu'un nodule polymétallique ne croît que de 1 mm par million d'années, et c'est le cas de beaucoup d'espèces sur le fond des mers, même si le nodule est un minerai. Alors, on a un monde qui est en train de se partager entre des États africains et asiatiques qui sont en faveur de l'exploitation minière, les premiers car ils en seraient les bénéficiaires, et les seconds parce qu'ils sécuriseraient leurs approvisionnements, et le clivage avec des pays occidentaux qui ont plutôt une approche désormais de précaution, qui considèrent qu'on peut procéder à l'exploration et éventuellement une exploration, à l'exploitation et éventuellement une exploitation qui se fait que dans une démarche durable et raisonnée. Or, en juillet 2022, une première demande d'exploitation a été faite auprès de l'AIFM par l'État de Nauru, qui est une petite île du Pacifique, et qui, en lien avec une société canadienne, souhaite commencer à exploiter les fonds marins, ce qui pourrait se faire à compter de l'été 2023. Le grand retournement qui vient de se produire a été la déclaration de notre président de la République, M. Macron, qui, le lundi 7 novembre de cette année, lors du lancement de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, a déclaré que la France soutenait l'interdiction de toute exploitation des fonds marins pour des raisons de protection de la biodiversité et pour réduire les effets du changement climatique. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation assez proche, très proche de celle pour l'exploitation des ressources d'hydrocarbures. Voilà. Et donc là, je prends la main pour parler un petit peu de l'activité des hommes sur les fonds marins ou de construction des hommes sur les fonds marins.
Alors, pour commencer, la révolution technologique et scientifique récente qui s'est produite en matière d'exploration, en fait, la demande en matière d'exploration des grands fonds pour l'observation ou pour l'exploitation des ressources dont Thierry Duchesne vient de parler, a favorisé une véritable révolution technologique dans le domaine de l'exploration sous-marine. Avec la prise de conscience mondiale des richesses que recèlent les océans, c'est une industrie comparable à celle de la conquête spatiale qui s'est développée, qui s'est mise en place. Alors, j'utilise un petit peu cette image, d'abord pour revenir sur ce qui a été dit sur la connaissance des fonds marins. On connaît finalement mieux la surface de la Lune, on l'a mieux cartographié que ce qu'on a fait pour les grands fonds marins, pour les fonds marins. Mais également pour parler des difficultés à évoluer dans ce milieu extrême, en particulier compte tenu des conditions de pression qui règnent. Vous savez que c'est 1 bar de pression tous les 10 mètres. Donc, le sous-marin Nautile, qui est mis en œuvre par l'Ifremer, qui évolue à 6000 mètres, c'est bien à 600 bars de pression qu'il doit faire face quand il travaille. Voilà. Donc, c'est vraiment des conditions tout à fait particulières. Alors, avec le développement des équipements et surtout des nouvelles technologies, les véhicules sous-marins ont pris des formes nouvelles. Aujourd'hui, alors si le Nautile de l'Ifremer est un sous-marin, un petit sous-marin habité, avec des bras capables d'un certain nombre de travaux sur le fond, aujourd'hui les véhicules sous-marins sans pilote sont les principaux outils utilisés pour l'exploration sous-marine. On retrouve 4 familles de ces engins, plus une 5e qui sera probablement qui va de plus en plus se développer. Alors, le premier type, ce sont les drones sous-marins, les AUV, Autonomous Underwater Vehicles, qui sont des petits sous-marins autonomes, donc non habités, il n'y a aucun marin à bord. L'AUV est généralement mis à l'eau depuis un bateau de surface qui le programme pour sa mission. Alors, sa masse peut aller de quelques kilos à plusieurs centaines de kilos, voire à plusieurs tonnes. Il peut mesurer de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Les Russes et Américains en particulier ont des AUV qui pèsent de plusieurs tonnes et d'une quarantaine de mètres. Alors, par une navigation au plus près des fonds, les AUV peuvent mesurer, peuvent sonder, peuvent détecter, filmer, photographier de manière très précise. Ils ont des capteurs embarqués très spécifiques qui doivent résister aux conditions de température, aux conditions de pression que j'ai décrites et qu'ils ont à affronter dans ces zones. Alors, les données qu'ils enregistrent sont ensuite analysées, soit avec de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, généralement, par des systèmes qui sont extérieurs à l'AUV, donc soit par transmission lorsque l'AUV est en surface, soit lorsqu'il est récupéré à bord du bateau. Deuxième type d'engin, c'est le ROV. Le ROV qui est un engin sous-marin également inhabité, mais qui est téléguidé. Contrairement à l'AUV, contrairement au drone, le ROV il est équipé d'un câble qui le relie à la surface, qui le relie au bateau-mère. Et ce cordon ombilical, qui est sa fragilité en fait, va permettre un pilotage en temps réel, va permettre l'apport de l'énergie qui est nécessaire à la mise en œuvre des outils qu'il peut actionner, de pinces, de bras ou de ces différents capteurs. Alors, il est intéressant parce qu'il peut manipuler des objets sur le fond, il peut intervenir sur une installation défectueuse, il peut explorer une épave, il peut récupérer des objets. Voilà. Ils sont bien évidemment aussi en mesure de voir et de transmettre des images. Donc, globalement, les ROV se classent en 2 catégories. Le ROV d'exploration, qui ne fait que récupérer des données et les transmettre, et le ROV d'intervention qui va effectuer un travail, voire récupérer des débris au fond de l'eau. Et je disais, il a une fragilité ou une vulnérabilité, c'est ce cordon qui le relie à la surface et qui limite sa manœuvrabilité ou son agilité. Troisième catégorie d'engins qui évoluent dans la colonne d'eau en s'intéressant à ce qui se passe au fond des mers, c'est le glider, autrement dit des planeurs sous-marins
qui sont en fait des drones autonomes de forme très hydrodynamique, en forme de torpille, et ils sont utilisés pour l'acquisition en profondeur de données océanographiques. Ils peuvent effectuer des missions de plusieurs mois en sillonnant les océans et à des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 1000 mètres. Quatrième et dernière catégorie, le crawler, dont Thierry Duchesne a parlé, les engins chenillés qui peuvent évoluer au fond, c'est sur ce type d'équipement que l'Ifremer avait testé pour exploiter les nodules polymétalliques en développant un prototype de crawler susceptible d'effectuer ce travail. Alors, ce sont des véhicules à roues ou à chenillettes. Ils se déplacent directement sur le fond des océans. Ils peuvent également prélever des échantillons. Bon, généralement, ils ont leur problématique, eux, c'est la faiblesse de leur gravité. Faiblesse de leur gravité, absence de motricité, difficulté de mobilité. Voilà. Alors, déployer on voit bien tout l'intérêt à déployer des engins sans pilote sur le fond des océans. On voit bien les difficultés qui peuvent être rencontrées, la vulnérabilité du cordon qui relie à la surface, le manque de motricité parfois rencontré par des crawlers. Alors, il y a une nouvelle catégorie qui est en train de se développer, l'AUH, pour Autonomous Underwater Helicopter, qui seront des sortes de petites soucoupes là, enfin des petits hélicos là, comme des petites soucoupes volantes, c'est ce qu'on voit sur le bas de la diapo, qui seront en fait des systèmes résidents sur le fond de l'océan, qui devront s'appuyer sur des petites stations mères dans lesquelles ils trouveront en particulier leur ravitaillement en énergie électrique, et qui pourront durer sur le fond des mers, qui pourront aller se poser au fond, qui pourront effectuer des prélèvements et qui pourront, qui seront là dans la durée pour véritablement exercer une surveillance des fonds marins, qui peut avoir des buts tout à fait louables, scientifiques, économiques, mais qui auront aussi un intérêt militaire tout à fait évident. Voilà. Donc 4 familles aujourd'hui particulièrement bien développées, les AUV, les ROV, les gliders et les crawlers, et ce nouveau type d'engins qui vont devenir plutôt des résidents du fond des mers, alors que les autres sont plutôt des intermittents. Alors, le marché des drones sous-marins, c'est un marché important qui est estimé à 1,5 milliard d'euros globalement aujourd'hui. Il devrait croître, très fortement croître dans les années à venir, avec une croissance, et pourrait atteindre 4,3-4,5 milliards d'euros en 2026, soit une augmentation de plus de 20% par an sur la période. Donc, on voit que de tels développements ne manqueront pas d'accroître l'intérêt des industriels, mais également d'accroître les activités humaines qui vont être, de fait, conduites sur le fond des mers. De même, les possibilités offertes par l'automatisation des outils de mesure et de cartographie des sols marins vont être de nature à révolutionner la connaissance scientifique de ce milieu et du coup à favoriser l'extension des activités économiques qui vont pouvoir s'y dérouler. Alors la France, elle a joué un rôle, Thierry Duchesne l'a rappelé, un rôle de pionnier en matière d'exploration du fond des mers. Elle est toujours en pointe dans le développement de systèmes d'intervention sous la mer. En fait, lorsque recherche, développement et industrie ont des intérêts communs, il est évident que l'innovation est dynamique. Et c'est le cas dans ce domaine, le marché s'annonce particulièrement porteur. Au niveau civil, par l'exploitation de pétrole offshore profond, pétrole et gaz d'ailleurs, mais au plan militaire également. Et en France, c'est la dissuasion qui porte le développement des activités, enfin, qui conditionne en grande partie l'intérêt et le développement des activités sous la mer. Alors toutefois, je relativise un petit peu ce que je dis sur la place de la France, parce que le marché des systèmes sous-marins, il est aujourd'hui principalement dominé par des acteurs américains qui maîtrisent 40% du marché. Les Européens, la place des Européens dans le marché des drones, c'est 33%, mais avec la grande majorité des entreprises qui sont soit britanniques,
35% des entreprises européennes qui travaillent dans le domaine des drones et des engins sous-marins sont britanniques, et de très nombreux autres sont de pays scandinaves. Voilà. L'Allemagne est le second plus important vivier d'entreprises travaillant dans le domaine des drones, ce qui peut paraître surprenant si on considère qu'il n'y a globalement pas d'espace maritime potentiel, de ZE potentiel à exploiter. Voilà. De l'autre côté de la planète, hein, en Asie, alors difficile de quantifier ce que font les Chinois, parce que tout ce qu'ils font dans la matière est plutôt à usage dual et donc plutôt militaire et donc plutôt gardé secret. En revanche, c'est les Japonais hein, qui, eux, sont en pointe. Ils sont leaders en Asie. Et les Japonais, à eux seuls, c'est 7% des acteurs mondiaux, des fabricants mondiaux de drones sous-marins. Alors en France, je vais citer 3 acteurs essentiels. Hein. ECA Group, tout d'abord, qui développe des AUV et des ROV pour des applications tant civiles que militaires. Je cite également X-Blue, avec des drones de surface, certes, mais capables d'effectuer des relevés bathymétriques, des relevés océanographiques. Alors, ECA, pour sa part, c'est la référence mondiale auprès des marines, enfin, est une référence mondiale auprès des marines pour ces systèmes de robots autonomes qui sécurisent les océans. Tandis que X-Blue est reconnu pour ses centrales inertielles, qui équipent en particulier les sous-marins de nombreuses marines. La présence d'X-Blue est très forte sur les marchés du civil, sur en termes d'hydrographie, d'océanographie, ainsi que dans le spatial. Alors là, le rapprochement de ces deux groupes et la création d'X-Sail est très augure de synergie et de prise de position future très prometteuse. On a déjà un premier signe hein, avec le contrat récent signé par la DGA pour poursuivre l'expérimentation du drone A18D d'ECA Group, hein, un drone qui avait déjà été testé pour des missions variées, comme la cartographie en haute résolution des fonds marins et la reconnaissance d'une épave à 3000 mètres de profondeur. Tout ça dans le cadre des évaluations de la capacité hydrographique et océanographique future de la marine. Un troisième acteur français important, c'est Alcimar, avec des gliders, là, cette fois. En bas à gauche. On le voit, le glider d'Alcimar. Il fait, on le voit sur la photo, c'est 59 kg, 2 mètres de long et un diamètre de 25 cm. Il est capable d'emporter, je crois que c'est 6 capteurs, capable de travailler dans du biologique à l'acoustique. Donc, il est assez polyvalent. Il peut évoluer jusqu'à 160 jours de façon autonome et aller jusqu'à 1000 mètres de fond. Voilà pour les industriels, donc qui fabriquent ces systèmes. Mais pour les utilisateurs, la France est également un acteur véritablement un acteur de pointe, avec l'Ifremer et la flotte océanographique française pour l'exploration scientifique des océans, mais également avec Orange Marine pour les câbles dont je vais à présent parler. Alors, les câbles de télécommunication sont présents sur le fond des mers depuis fort longtemps, depuis l'installation du premier câble télégraphique transatlantique au milieu du XVIIIe siècle, 19e siècle, pardon, entre Douvres et le Cap Griné, afin de relier les bourses de Londres et de Paris. Déjà, pour relier des bourses, et vous verrez que c'est encore plus le cas aujourd'hui, donc au 19e siècle. En 1858, un premier câble transatlantique, cette fois, relie l'Irlande à Terre-Neuve. Et en 1870, Londres et Bombay sont connectés. Et en 1900, on compte déjà 200 000 kilomètres de câbles sous-marins, donc de câbles télégraphiques. Alors, l'essor des câbles sous-marins a été boosté dans les années 2000 avec l'arrivée d'Internet. Et aujourd'hui, les câbles transportent environ 97% de nos données numériques, de l'Internet, des appels téléphoniques, des échanges bancaires, des échanges financiers entre les bourses. Donc, seulement 3% de nos communications, des communications mondiales par satellite. Et donc, on voit bien que le satellite n'est pas une alternative crédible
aux câbles sous-marins aujourd'hui. Donc notre vie courante est totalement dépendante de ces câbles sous-marins, mais surtout notre économie, surtout l'économie mondiale, en dépend complètement. On estime ainsi à 10 000 milliards de dollars le montant quotidien des transactions qui passent par le réseau mondial de câbles. Voilà. Alors ces câbles sont particulièrement, sont vitaux pour notre économie, mais ils sont également ils sont fragiles. On compte environ une centaine de pannes par an de câbles, de ruptures de câbles. Ces ruptures sont dues à différents facteurs. Il peut y avoir des navires qui mouillent dessus par accident. Ils peuvent être accrochés par des filets lors d'opérations de chalutage. Ils peuvent être endommagés par des tremblements de terre ou par des glissements de terrain. Le glissement de terrain, c'est 70% des causes de coupures de câbles rencontrées au fond des mers. Voilà. Donc, les propriétaires de câbles s'organisent. Alors, d'abord, ils essayent de lutter contre ceux contre quoi ils peuvent lutter, c'est-à-dire les accidents de pêche, en informant les pêcheurs, en fournissant de façon libre les positions de leurs câbles, en particulier dans toute l'Europe. Mais ils s'organisent également pour être en mesure d'aller réparer lorsque l'incident survient. Et il y a tout un système d'alerte qui est mis en place par les navires câbliers sur contrat avec les propriétaires de réseaux de câbles. Et dans les 24 heures, un câblier est paré, et c'est le cas d'Orange Marine qui assure une alerte, paré à appareiller pour aller essayer de dépanner un câble. Alors, ça ne se fait pas si facilement que ça, puisqu'il faut déjà 4 à 5 jours, selon l'endroit où se trouvera la rupture de câble pour rallier la zone. Il faudra ensuite remonter le câble à la surface. On ne dispose pas de technologies qui permettent de réparer un câble sur le fond de l'océan. Donc, le remonter en surface, le rabouter. Donc, globalement, une opération de 5 jours, une fois qu'on est arrivé sur zone pour le remettre en fonction. Les flottes les plus importantes de navires câbliers, elles sont logiquement réparties chez les nations qui ont une industrie d'envergure mondiale. Donc, les États-Unis, le Japon, la France et le Royaume-Uni. Donc, c'est les 4 grands leaders du domaine, avec le consortium Orange Marine Elettra qui est sa filiale italienne, qui est à la 5e place mondiale des câbliers. Alors, j'ai parlé des fragilités des câbles dues à des incidents. Il y a un deuxième sujet de préoccupation, c'est l'espionnage ou le sabotage. Donc, espionnage du type de se relever lors de l'affaire Snowden en 2013, ou rupture volontaire, sabotage de ces équipements cruciaux. Bon, il existe un certain nombre de navires qui se sont spécialisés, en particulier russes. Vous avez tous entendu parler du Yantar, spécialement équipés pour aller investiguer les câbles sous-marins, va-t-on dire. Pour ma part, je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est en matière d'espionnage ou de collecte de données, c'est plutôt sur les atterrages, les arrivées à terre de ces câbles. Je pense que c'est là que c'est tout de même plus facile que dans les grands fonds. En revanche, dans les grands fonds ou au fond de l'eau, le sabotage est toujours possible et les points de vulnérabilité pour la France, ils sont bien clairs. C'est dans les endroits peu profonds, c'est dans les endroits resserrés. Donc, quand on regarde un petit peu les câbles qui relient la France à l'Asie, on voit bien Bab el-Mandeb, on voit bien le canal de Suez, on voit bien le canal de Sicile, qui sont autant de zones resserrées où quelque chose pourrait être fait sans qu'il y ait besoin de maîtriser beaucoup de technicité pour pouvoir le faire. Voilà. Alors, j'ai parlé des câbles sous-marins, des câbles numériques, corollaire de la montée en puissance des énergies renouvelables. La pose et la maintenance des câbles d'énergie qui est un secteur en pleine croissance, un secteur dynamique. Dans le contexte de la crise énergétique. Et donc, les câbles d'énergie vont également être, à terme, comme les câbles numériques, des sujets d'enjeux majeurs. Les câbles ne sont pas les seuls éléments stratégiques sensibles au fond des océans. Il y a également les pipelines gaziers, qui sont de la plus grande importance. À la différence du pétrole, qui est facile à exploiter, relativement facile à exploiter et à exporter, compte tenu de sa nature liquide, le gaz, lui, nécessite des infrastructures lourdes, très onéreuses pour son extraction, mais surtout pour son transport et son exportation.
Le gaz est ainsi mis en pression. Hein, de la pression dépend de la vitesse de circulation du gaz dans les conduits. Et vous voyez sur cette diapo le réseau actuel autour en Afrique du Nord et en Europe, autour de la France. Alors, réseau actuel et réseau potentiel futur, hein, avec le projet EastMed. 3 conclusions pour moi stratégiques sur les enjeux gaziers. D'abord, lorsqu'on regarde ce réseau d'infrastructures, on peut en déduire que celui qui a le pouvoir n'est pas forcément celui qui détient le gaz. Ainsi, par exemple, vous voyez que l'Algérie exporte toute sa production vers l'Espagne. En revanche, l'Espagne a d'autres sources d'approvisionnement possibles. À l'inverse, on a la Bulgarie qui importe tout son gaz de Russie, alors que les exportations de la Russie vers la Bulgarie représentent seulement 1% des exportations russes. Deuxième conclusion, le gaz est beaucoup plus sensible que le pétrole aux crises, et ces infrastructures de transport sont vulnérables. On l'a vu avec le sabotage de Nord Stream. Troisième conclusion, c'est que ce sont des infrastructures qui sont extrêmement lourdes, et extrêmement onéreuses, et donc seuls des projets internationaux permettent de lancer des projets d'envergure comme le projet EastMed. Le corollaire, c'est que c'est la difficulté politique, diplomatique et économique à se mettre d'accord pour lancer de tels projets. Et on voit bien les difficultés rencontrées par EastMed, qui sera pourtant indispensable à Israël si les prospections qui sont en cours se concrétisent à la hauteur des espérances. Voilà, je vais peut-être un petit peu accélérer sur la fin pour laisser un peu de temps aux questions. Il y a un point qu'il ne faut pas effectivement négliger, c'est que la France est un vieux pays et que du coup, effectivement, énormément d'épaves reposent dans nos eaux. Alors, c'est en 1928 que Salomon Reinach estimait que la mer était le plus grand musée du monde. Et effectivement, les découvertes récentes ne démentent pas ce qui a été dit en 1928. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que la France était là aussi pionnier et maintient une place vraiment tout à fait privilégiée, puisque c'est en 1966 que la France était le premier pays du monde à se structurer en matière de protection du patrimoine immergé. Et c'est André Malraux qui va créer la direction des recherches archéologiques sous-marines, qui existe toujours aujourd'hui, avec une flotte qui s'est complètement renouvelée, puisque 3 navires de recherche sont entrés en service avec l'André Malraux, le Triton et le petit dernier, l'Alfred Merlin. Mais aussi le DRASM, désormais, dispose de robots. Et là, vous avez en bas à droite un robot humanoïde qui s'appelle Ocean One K et qui a été développé pour remonter des objets fragiles. Et il a des mains qui sont, dit-on, aussi souples que les mains humaines. Aujourd'hui, les épaves sur les fonds des mers, vous avez une carte là qui montre en Atlantique un certain nombre d'épaves. Mais si en 1966, on recensait une 50aine d'épaves, aujourd'hui, ce sont 20 000 épaves recensées, rien que pour les eaux métropolitaines françaises. Donc, on a vraiment un vrai musée sur les fonds marins. Les fonds marins s'imposent vraiment comme la nouvelle frontière de l'archéologie, notamment compte tenu du superbe état de conservation. Et là, vous avez en bas un stock d'amphores. Les objets sont vraiment conservés en l'état. Alors, sur les millions d'épaves immergées dans le monde, la France recèle dans ses eaux des milliers de sites culturels immergés. Donc, il y a un travail considérable sur les 12,5 millions de kilomètres carrés d'espace français. Le DRASM est un service qui fait référence, puisque la Chine s'en est inspirée pour créer son propre service archéologique, mais lui avec des arrière-pensées beaucoup plus géopolitiques, puisqu'il faut justifier que certaines îles sont chinoises depuis très longtemps. Mais le DRASM fait véritablement référence. Mais la difficulté du DRASM, et ça c'est la diapo suivante,
La difficulté du DRAS, c'est qu'aujourd'hui, on a une véritable dissémination des objets. Donc, ce que nous a présenté Jean-Michel Martinet, aujourd'hui, ces technologies sont duales. Et si autrefois l'épave était naturellement protégée par l'épaisseur d'eau qui était au-dessus, aujourd'hui, vous avez des sous-marins de plaisance. Vous en avez un sur ce yacht qui a été photographié. Vous avez 2 sous-marins de plaisance sur une épave qui ont été photographiés. Là, ce sont des Hollandais qui mettent à disposition ce type de sous-marin de plaisance. On a des sous-marins avec des bras articulés. Il faut que le DRASM désormais aille assez vite pour faire inventorier toutes ces épaves parce que les technologies sont là. Donc aujourd'hui, on a un regard sur les fonds marins qui a complètement changé. On a une accessibilité des fonds marins qu'on a essayé de vous démontrer dans cet exposé, mais cette accessibilité fait que la mer qui constituait un élément protecteur naturel ne l'est plus. Vous avez une photo de corail rouge en bas à droite. Aujourd'hui, si votre corailleur peut identifier la zone de corail rouge avec un drone avant d'aller plonger, sa plongée sera beaucoup plus fructueuse. Mais du coup, la prédation sera beaucoup plus importante. Le pêcheur de plaisance peut aujourd'hui acheter le petit robot qui est en bas à droite qui va lui dire où sont les poissons et autres. Donc, on a une dissémination des outils technologiques d'accès aux fonds marins qui sont en train de bouleverser notre regard. Et c'est pour ça que lorsque j'étais à la préfecture maritime, j'ai eu l'occasion de mettre en place un arrêté du préfet maritime de la Méditerranée réglementant l'activité des sous-marins de plaisance et en les autorisant à plonger que dans des sites parfaitement identifiés pour éviter qu'ils aillent sur des sites archéologiques ou à forte sensibilité environnementale ou à enjeux de défense. Voilà, et ça me permet de conclure avec la nouvelle stratégie du ministère des Armées pour les grands fonds, pour les fonds marins. Alors, effectivement, longtemps l'apanage d'un club très fermé d'acteurs, la dissémination des technologies sous-marines que Thierry Duchesne vient de décrire, met au défi la protection de nos intérêts industriels, de notre patrimoine, mais de la biodiversité, mais également de nos intérêts militaires, qui sont aujourd'hui susceptibles de se trouver mis en défaut dans les grands fonds. Il y a de multiples exemples. Hein. On peut penser par exemple à la récupération d'objets qui seraient tombés à la mer, d'objets classifiés, d'objets sensibles, mais également la liberté d'action de nos forces peut être remise en cause par la mise en place dans les grands fonds, dans les fonds marins, de systèmes de capteurs, de systèmes de détection. Voilà. Donc il y a bien des enjeux de sécurité, il y a des enjeux environnementaux et des enjeux de préservation de la ressource. L'immense territoire maritime français abrite une biodiversité particulièrement riche qui a été décrite, des ressources qu'il convient de connaître, d'exploiter durablement, mais aussi et surtout de protéger. Je vais citer l'amiral Prazuc, ancien chef d'état-major de la marine, qui disait que ce qui n'est pas surveillé est visité, ce qui est visité est pillé, et ce qui est pillé finit toujours par être contesté. Voilà. Et donc, c'est bien les enjeux auxquels il faut faire face dans les fonds marins, qui sont par ailleurs particulièrement propices aux actions hybrides non attribuables, comme le sabotage de Nord Stream 2 l'a montré. Voilà. Donc, l'intégration de ces nouveaux enjeux stratégiques a conduit le ministère des Armées à définir une nouvelle doctrine dite de maîtrise des fonds marins. Elle se définit comme l'ensemble des opérations qui vont être conduites vers, depuis ou sur le fond marin, en associant des systèmes pouvant opérer de façon autonome ou en réseau. Donc le spectre de ces opérations de maîtrise des fonds marins est donc très large. Sur cette vue, vous avez rassemblé un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein, en termes de systèmes présents au fond de l'eau ou en termes de choses à protéger. Il va donc être nécessaire de développer également un véritable renseignement des fonds marins. Il va falloir être capable d'anticiper, il va falloir être capable d'analyser les menaces susceptibles de porter atteinte aux intérêts nationaux et à la liberté d'action de nos forces. Et cette doctrine, elle s'articule autour de 3 fonctions, 3 piliers, connaître, surveiller et agir. Donc la connaissance, c'est d'abord la connaissance fine des fonds marins. C'est un prérequis afin de comprendre la structure du fond.
afin de comprendre les phénomènes physiques qui s'y déroulent. Et cette connaissance doit permettre également d'améliorer l'efficacité des moyens dans les grands fonds, de faciliter leur navigation également. La surveillance des fonds marins est le deuxième impératif, surveillance des fonds et des infrastructures sous-marines sensibles, qui doit être étendue jusqu'au plancher océanique, ce qui va nécessiter d'élargir les moyens actuels de la marine, qui aujourd'hui sont capables d'intervenir jusqu'à 2000 mètres de fond, et il faut porter cette capacité opérée à 6000 mètres pour atteindre les 97% du fond des mers qui ont été décrites par Thierry Duchesne. Voilà. Cette capacité devra également être réactive, devra pouvoir être déployée loin, partout dans nos zones d'intérêt, dans notre ZE, ce qui suppose également des plateformes navales capables de transporter ces systèmes. Et alors, à l'instar de la surveillance et de la recherche, la capacité à agir est importante, et cette capacité à agir doit permettre également d'opérer jusqu'à 6000 mètres de fond. Et donc là aussi, il va falloir étendre les moyens dans tous les domaines. Voilà, qui conclut cette présentation, et je vous laisse la parole pour les questions. Merci beaucoup pour cette riche présentation. Sur le fil, il y a déjà eu plusieurs questions, donc que je vais vous soumettre. Il y a eu une question sur le Japon. Les Japonais ont-ils commencé à exploiter l'îlot des terres rares découvert il y a de cela 1 an ou 2? Je pense que c'est une question assez pointue. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'État qui soit en mesure d'exploiter des minéraux par grande profondeur, des minerais par grande profondeur. Alors peut-être à faible profondeur, oui, mais la première exploitation dont on ait connaissance, ce serait celle de Nauru, avec sa société canadienne, et ce serait en 2023. Les Chinois ont un navire qui pourrait effectivement exploiter les fonds marins, mais on n'a pas d'informations précises là-dessus. À ma connaissance, ce n'est pas encore fait cette exploitation, parce qu'il faut savoir que malgré tout, remonter des minerais de très grande profondeur nécessite des technologies assez lourdes et des investissements assez considérables. Merci. Ensuite, on a eu une autre question concernant l'arrivée des GAFAM sur le marché des câbles sous-marins. Quels effets sur l'organisation générale l'organisation générale de ce secteur, modification des normes techniques, éventuelles évictions des acteurs traditionnels, etc. Alors, l'arrivée des GAFAM sur le marché, il y a eu, déjà, il y a associé au câble, il y a un enjeu de souveraineté associé au câble numérique, au câble sous-marin. Donc, c'est la question qui est un peu, je pense que c'est la problématique qui est sous-jacente à la question. Voilà, c'est-à-dire confier les câbles numériques aux GAFAM ouvre la porte à une maîtrise de ce qui passe, dessus, à une censure, etc. Bon. En fait, de ce que j'ai retenu d'une visite récente chez Orange Marine, il y a eu un phénomène en 2 temps. Un premier phénomène où les GAFAM ont tenté ont commencé à développer, ou en tout cas avoir le souhait d'avoir en propre, d'être opérateur de câbles numériques sous-marins, mais compte tenu de la complexité du système, compte tenu des investissements qui sont derrière, ils ont un petit peu fait marche arrière, et aujourd'hui, on est plutôt sur des opérateurs spécialisés qui mettent en œuvre les câbles, et les GAFAM qui restent dans leur domaine d'activité. Très bien.
Il y a une autre question qui revient sur les alternatives à EastMed Gaz. Projet compliqué et coûteux, notamment de liquéfier le gaz en mer ou éventuellement en Égypte qui dispose d'usines de liquéfaction sous-utilisées. C'est plus un commentaire qu'une question. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce commentaire? Alors, la problématique pour ces gisements-là qui comptent sur EastMed, en fait, ce EastMed, c'est un moyen alternatif au passage par la Turquie, hein, puisque la Turquie, elle n'a pas trop de difficultés. Elle est bien connectée au reste du réseau par le nord. Et donc, c'est bien un projet alternatif donc, on est bien plutôt dans de la géopolitique plus que de l'économie du gazier offshore. Donc, ce projet-là, l'objectif, c'est bien de contourner les gazoducs turcs avec un consortium Israël, Égypte, Grèce qui relierait directement vers l'Europe. Merci. Après, il y a une question qui revient sur la question précédente ou qui est proche. Qu'en est-il de l'exploitation de l'île de Minamitore-shima par le Japon, découverte de terres rares en 2018? Je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. On ne l'a pas suivi à la FMES. Je suis désolé. Mais effectivement, les Japonais, je parlais de ces puissances asiatiques, les Japonais ont des besoins en minerais considérables, donc ils veulent sans doute sécuriser leurs approvisionnements dans ce domaine. Deuxièmement, comme l'a montré Jean-Michel, les Japonais disposent de technologies assez innovantes dans le domaine de la tension sous la mer. Ils sont assez en pointe justement dans les technologies de récupération des minerais sur le fond de la mer. Donc, il est fort possible qu'ils fassent partie des premiers acteurs mondiaux d'extraction de minerais, d'autant plus que la zone du Pacifique, ils sont assez proches de zones d'exploitation tout assez favorables, comme par exemple le Clarion-Clipperton. Oui. Mais pour le moment, effectivement, ces exploitations ont des coûts tels et les technologies ne sont pas complètement au point. On peut avoir des démonstrateurs, vous voyez, c'est plutôt ça, plutôt que de véritables exploitations à l'échelle industrielle. Pour le moment, je dirais que les ressources terrestres suffisent aux besoins. En revanche, les Japonais vont sans doute vouloir assurer l'avenir, sécuriser leurs approvisionnements, avoir plus d'indépendance. Et je pense que ce qui se passe avec la Chine et la Russie doit les encourager dans ce besoin d'indépendance en ressources. Très clair, merci. Après, il y a deux questions qui relèvent plutôt d'enjeux environnementaux. Et il y en a une qui concerne plutôt l'analyse sur l'effet escompté du réchauffement des températures des mers sur l'utilisation de ces richesses. C'est une autre question qui est plus sur les industries éoliennes. Font-elles partie du domaine des fonds marins? Si oui, quels impacts sur les fonds marins? Alors, actuellement, les environnementalistes, effectivement, poussent un argument qui est que les océans sont les principaux éléments qui permettent l'absorption du CO2. Donc, une bonne partie du CO2 est captée par la masse océanique, notamment tous les effets chimiques, mais aussi le plancton et autres. Et donc, l'argumentaire qui est donné, c'est plutôt celui-là, c'est que si on contribue à casser des chaînes d'équilibre dans les océans, il va de moins en moins jouer son rôle équilibrant dans le maintien de température, je dirais, basse. Donc, le principe de précaution, c'est de dire faites attention parce que l'exploitation du fond des mers peut casser des chaînes biologiques et autres qui permettront plus à l'océan de jouer son rôle d'absorbeur de CO2.
Alors, en ce qui concerne l'éolien, oui, l'éolien est un acteur des fonds marins, puisque soit il est planté dans les fonds marins, mais là, on est sur des profondeurs plus faibles, mais ce sont toujours des fonds marins. Soit c'est un éolien offshore et qui va l'être de plus en plus et de plus en plus loin de la côte. Et la France a notamment 4 projets de parcs éoliens offshore. Et donc là, ce sont des îles artificielles qui sont ancrées sur le fond de la mer. Donc ces parcs éoliens vont occuper des superficies assez importantes de fonds marins. Et ce qu'on perd de vue aussi souvent, c'est qu'il y a un gigantesque réseau de câbles électriques qui relient toutes les éoliennes entre elles et qui sont aussi sur le fond. Donc, les parcs éoliens, effectivement, génèrent des occupations assez importantes du fond des mers, notamment par le maillage de câbles sur le fond, mais aussi d'ancrage des éoliennes flottantes. Merci. Après, il y a une question sur tout autre registre qui est avec la guerre en Ukraine, l'impact des drones marins peuvent causer des dommages importants, avec finalement des coûts assez peu élevés. Est-ce que vous voyez une réflexion sur la lutte anti-drone sous-marin se mettre en place, ou est-ce que… Ça fait partie, tout à fait, ça fait effectivement partie de la stratégie de maîtrise des fonds marins. Dans le triptyque connaître, surveiller, agir, c'est bien avoir la connaissance du fond pour savoir ce qu'est le fond, mais également ce qui est présent. La surveillance, c'est être capable de détecter les choses anormales. Donc, les événements anormaux, c'est en particulier la présence de moyens sous-marins qui se déplacent. Et donc, et agir, c'est la capacité à contrer ces moyens. Donc, c'est quelque chose qui est totalement pris en compte dans la nouvelle doctrine de maîtrise des fonds marins. J'ajoute juste concernant l'éolien qui était cité précédemment, il y a également un enjeu de sécurité autour de l'éolien, puisque ces câbles électriques qui vont relier les parcs éoliens vont devenir des infrastructures stratégiques qu'il va falloir, comme les câbles numériques, connaître, surveiller et être capable de protéger. Oui. Mais effectivement, en 10 ans, on a vécu une véritable révolution parce que le monde sous-marin était un monde où seuls les militaires étaient présents. Et aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'effectivement, le sous-marin, lorsqu'il sort de la mer territoriale, peut se retrouver en présence de drones sous-marins qui peuvent en assurer une écoute ou une interception. Et donc, ça change radicalement la donne. Donc, effectivement, il est important pour les marines militaires désormais de pouvoir contrer ce nouveau type de menace, soit en termes d'écoute, d'acquisition d'informations, soit en termes de menaces pour le navire lui. Très clair, merci. Une dernière question, un tout petit peu différente. Vous avez évoqué l'interdiction de l'exploitation du fond des océans sur la ZE et le plateau continental français. Mais existe-t-il un marché pour le secteur privé concernant les fonds marins? Non. En fait, si l'État français refuse de donner tout permis d'exploration, aucune entreprise privée ne pourra travailler sur le fond de la mer. Donc, l'État a décidé que tous les travaux d'exploration et d'exploitation du fond de la mer sous juridiction de la France, pour le moment, étaient reportés, étaient pour le moment interdits. Alors, d'exploitation, oui. D'exploitation sont effectivement interdits pour le moment. Parfait. Ben, écoutez, il me reste à chaleureusement vous remercier pour à la fois cette conférence très complète, ce panorama très complet des enjeux stratégiques des fonds marins.
et cette mise en perspective et la réponse aux questions. Je vais passer la parole à Patrick Michon qui va, au nom de l'Association pour l'armement terrestre, faire la farewell adresse. Je remercie notre partenaire et sponsor, la société Alcimed, société de conseil spécialisée dans les dynamiques d'innovation. Patrick, la parole est à toi. Merci beaucoup Valérie. Je tiens à remercier vraiment très chaleureusement nos deux conférenciers qui ont, en 2 heures, même un peu moins de 2 heures, réussi à nous faire une présentation absolument exceptionnelle de cette problématique. Nous avons, nous, Français, donc, à assurer ou à assumer un héritage. Et comme je suis un vieux monsieur, cela me rappelle, dans la politique internationale, il faut se méfier de ses adversaires, de ses ennemis, mais peut-être plutôt de ses amis. Je rappelle qu'il y a environ 65 ans, la France avait découvert dans des territoires qui étaient à l'époque sous le drapeau tricolore des ressources pétrolières importantes et que ça a été le début de la fin, si l'on peut dire, avec d'autres raisons bien entendu, car des amis géopolitiques ont estimé que ces ressources pétrolières seraient mieux exploitées par eux-mêmes que par nous. Je crains que nos 11 millions de kilomètres carrés suscitent dans ce cas-là des intérêts similaires de certains pays ou de certaines organisations. J'espère que je suis trop pessimiste et que ça ne se passera pas, mais on pourrait imaginer que certains grands industriels internationaux, mécontents que le gouvernement français interdise l'exploitation non pas du sous-sol, mais de la surface du fond des mers sous notre responsabilité, se débrouille pour que cette surface ne soit plus un jour ou l'autre de notre responsabilité. Et tout en vous remerciant de cette exceptionnelle conférence, où je me permettrai d'ailleurs pour rédiger un compte-rendu pour le bulletin de l'AAT, je crains que cela suscite des vocations pas forcément amicales à notre égard. Mais en tout cas, vous nous avez ouvert des yeux et j'espère que nos dirigeants politiques comprendront le risque et les potentialités de cette nouvelle Eldorado. En tout cas, recevez au nom de l'AAT, même s'il y a AAT armement terrestre, nous sommes très intéressés par ce qui se passe aussi sur le fond des mers. Merci beaucoup pour cette belle journée. Un beau cadeau de Noël. Et merci au nom de 3AED IHEDN aussi et de toute la communauté IHEDN. Merci à vous de nous avoir sollicités. On était très heureux d'intervenir dans ce cadre. Et effectivement, on espère vous avoir ouvert les yeux sur ce sujet, puisque le fond de la mer n'est que le prolongement de l'espace terrestre sous l'eau. C'est une continuité.